Bonjour, je suis lancé dans le bain tout de suite. Baptiste Rabourdin travaille pour Megawatt, qui est une association. Il va vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, dans un premier temps, il va expliquer de quoi il s'agit, et dans un deuxième temps, vous parlez de ses actions. Alors donc oui, bonjour, je m'appelle Baptiste Rabourdin. Alors je travaille pas vraiment pour Negawatt, c'est plutôt je suis ambassadeur de Negawatt, ce qui est un titre un peu pompeux, pour dire que je suis habilité à parler de Negawatt et surtout du scénario Negawatt, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Je sais pas, qui a déjà entendu parler de Negawatt? Ouais, ça me rassure. Ok. Alors pourquoi ça paraît un peu bizarre qu'il y ait quelques personnes habilitées, on est une vingtaine à pouvoir parler du scénario, c'est tout simplement parce que l'association fonctionne comme ça. J'allais droit au but, il y a la question du nucléaire en France qui est un peu compliquée, et on ne voudrait pas que des gens parlent du scénario Negawatt en disant des âneries sur le nucléaire, etc. Parenthèse refermée. Donc j'ai une activité par ailleurs à côté, je suis pas mal engagé dans l'éco-consommation. Et donc là, je viens pas vous présenter le scénario Negawatt, parce qu'il n'y a pas le temps. C'est une présentation qui dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Mais je suis content de pouvoir commencer parce que je sais jamais trop. Enfin, dans le scénario Negawatt, il y a quand même une idée de pédagogie, malgré tout, d'explication sur ce que c'est que l'énergie. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je sais toujours pas ce que c'est que l'énergie. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'énergie? Donc on va en discuter. Rapidement quand même, l'association, je la présente. Association qui va avoir 15 ans, créée en 2001, le 11 septembre 2001. Il y a 25 experts qui donc élaborent un scénario que je vais vous présenter. Il y a eu plusieurs scénarios, il y a celui de 2007, celui donc de 2009 déjà, 2012. Et il y en a un qui va sortir au mois de janvier. Donc tout ça pour dire que moi je vais vous parler des livres où il y a le scénario, bah, l'achetez pas. Attendez le prochain scénario qui va sortir pour janvier à peu près 2017, et puis là vous acheterez le livre. Voilà. Si vous voulez quand même acheter le livre, voilà, vous pouvez quand même. Et donc c'est une association indépendante qui vit que par ses adhérents. Il y a 1500 membres aujourd'hui. Voilà. C'est couplé avec aussi l'Institut Negawatt. L'Institut Negawatt, c'est un institut de formation plutôt pour autour du bâtiment notamment. Alors j'ai pas précisé, Negawatt, donc c'est des citoyens, enfin des personnes indépendantes. Il y a un peu tous les profils. Il y a beaucoup d'ingénieurs en thermique, c'est un peu le noyau dur au départ, mais il y a quand même des journalistes, des sociologues, des gens, des architectes. Qui réfléchissent ensemble au scénario, et je pense que vous brûlez tous de savoir ce que c'est que ce scénario, en quelques mots. Alors le scénario, c'est bien parce qu'il commence d'abord sur le constat d'une triple urgence. Alors la première urgence, elle vient d'être rappelée en long, en large, donc avec Jean Jouzel, c'est celle donc de limiter nos émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Je ne reviens pas là-dessus, je passe très 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 vite. La deuxième, c'est la deuxième urgence, c'est la fin ce qu'on appelle les fossiles faciles. Alors normalement il y a une présentation avec des images. Il y a une image que j'aime beaucoup moi dans le scénario Negawatt, c'est une où on voit des gros cubes d'énergie. Alors je vous demande juste de fermer les yeux et d'imaginer. Voilà, vous imaginez des gros cubes. Et puis il y a un gros cube qui est le charbon disponible sur la Terre qui reste. C'est un gros cube, plus gros que le pétrole d'ailleurs en termes de térawattheure. Il y a un autre cube qui est donc le pétrole, il y a un autre cube qui est l'uranium. Donc tout ça c'est des gisements d'énergie potentiels. Et puis on a un tout petit cube qui est la consommation annuelle d'énergie de nos sociétés humaines. Puis en fait, l'idée, c'est un peu de dire, vous imaginez que ce petit cube, hop, on vient grignoter tout le temps dans des gros cubes d'énergie fossile, aujourd'hui facile. Et puis il y a un énorme cube qui englobe tout ça, un gros cube jaune, je pense que vous avez deviné ce que c'est. C'est le Soleil, effectivement, c'est l'énergie que reçoit chaque année, du coup, la Terre par le Soleil. Et donc, l'idée, c'est un peu de faire comprendre que effectivement, ces fossiles sont faciles, mais il faudrait peut-être qu'on regarde un peu au-dessus, voir ce qui se passe. D'ailleurs, je rappelle, l'énergie du Soleil, finalement, c'est la principale énergie utilisée par tout le monde, puisque, effectivement, la photosynthèse, c'est de l'énergie solaire, que le pétrole, le charbon, originellement, sont des choses stockées. Donc, finalement, on doit un peu tout au Soleil, même le vent, c'est le changement de température. Donc on devrait peut-être un peu plus regarder au-dessus et un peu moins en dessous. Mais ça, pareil, vous connaissez. Et une dernière urgence, qui concerne cette fois-ci le nucléaire. Donc pour Negawatt, le nucléaire n'est pas comporte des risques, évidemment, tout le monde connaît, mais c'est aussi un fardeau. Et puis, je ne vais pas non plus m'apesantir sur le nucléaire. S'il y avait des questions là-dessus, n'hésitez pas. Alors, je vais donc parler d'énergie. Je suis désolé, ça peut paraître un peu fastidieux, mais c'est une bonne pédagogie, en tout cas un bon rappel. Donc j'espère que ces notions ne vous sont pas déjà complètement acquises. C'est cette notion d'énergie. Alors je vais vous donner une révélation. En fait, l'être humain n'a pas besoin d'énergie. On a besoin de services énergétiques, à la limite. C'est-à-dire qu'à la limite, j'ai besoin de voir de voir mon écran, par exemple. Mais je n'ai pas forcément besoin d'énergie lumineuse.
j'ai besoin d'aller voir mes amis, j'ai pas forcément besoin d'énergie pour voir mes amis. C'est une petite subtilité de langage, mais en fait c'est très important parce qu'on va pouvoir dissocier trois choses importantes qui sont l'énergie donc utile, l'énergie efficace et l'énergie primaire. Pour faire simple, l'énergie utile, c'est celle qui va vraiment être utilisée, c'est celle dont j'ai vraiment besoin. Cette énergie utile, avant d'arriver là, juste avant, il y a une autre étape qui est l'énergie efficace. Celle-là, on la connaît bien, c'est celle qu'on paye, en fait. Je donne un exemple. Quand je prends ma voiture, je me déplace, donc j'ai consommé une énergie utile, celle qui a fait que j'ai pu me déplacer. Par contre, ce que j'ai acheté, c'est de l'essence, et ça, c'est l'énergie efficace. C'est pareil avec le compteur électrique. Le compteur électrique, c'est de l'énergie efficace, mais après, moi, selon comment je m'éclaire, évidemment, il y a toujours des pertes, on va dire, à la consommation, dans l'éclairage ou dans ma plaque électrique, si je me chauffe. Est-ce que c'est clair la distinction entre énergie utile et énergie efficace? Pas trop. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme exemple? Mais je suis content que vous me disiez non. Bon, pour faire simple, on va dire que l'énergie efficace, elle vous arrive à un compteur en quelque sorte, vous la prenez, et puis après vous en faites quelque chose qui va vous rendre un service. M'éclairer, me chauffer, voilà. Et par contre, il y a des pertes en gros, c'est ça. Il faut dire qu'il y a des pertes à la consommation juste au moment où j'utilise le service. Voilà. Pour faire simple, l'énergie qui est émise par ces lumières n'est pas tout à fait égale à celle qui est consommée par cette lampe. Voilà. Et en amont, donc il y a un gros vecteur énergétique, et ça c'est ce qu'on... Il y a aussi des pertes d'ailleurs au niveau du transport, au niveau du raffinement, mais au tout début il y a donc ce qu'on appelle l'énergie primaire. Les plus connus c'est le charbon, le pétrole, puisque c'est ça qu'on utilise un peu, enfin le pétrole on connaît bien, et puis l'uranium pour l'électricité, parce que le cas particulier de la France. Et là pareil il y a des pertes à la production. Donc je vous demande juste de refermer les yeux, puis d'imaginer donc on a une chaîne qui va donc de l'énergie primaire à la production, donc des stocks, le cube dont je vous ai parlé la dernière fois. Hop, il y a des pertes à la production, raffinement, traitement. Ça, c'est le vecteur énergétique. Ensuite, on arrive à l'énergie efficace. L'énergie finale, pardon. On arrive à l'énergie finale, et au niveau de l'énergie finale, pareil, il y a un peu de perte à la consommation, et on arrive vraiment à l'énergie utile. Et pourquoi j'insiste un peu, pourquoi je suis un peu long tout ça, c'est que maintenant on peut imaginer de faire la même chose, mais au lieu d'avoir une seule flèche, on imagine la France. Parce que le scénario Négawatt, c'est un scénario qui concerne la France métropolitaine de 2010 à 2050. Donc on fait d'abord une photo, de scénario, on regarde ce qu'il y a au début, on fait une photo, on voit toute la production, toute la consommation, tous les vecteurs énergétiques. Donc il faut imaginer par exemple que, quand on a la slide, c'est plus facile. On va avoir un gros bloc donc par exemple de pétrole. Ce pétrole, hop, ça sert à quoi? Ça sert à la mobilité. Donc, je n'ai pas précisé, il y a trois grandes catégories de consommation d'énergie, que sont la mobilité, le chauffage et l'électricité spécifique. C'est-à-dire tout ce qui est électricité qui ne sert pas à se chauffer. Donc vous imaginez 3 cubes de consommation, chauffage, mobilité, électricité, et puis des gros cubes différents pour pouvoir faire tout ça, donc de l'uranium qui va effectivement pas mal servir à l'électricité, mais un petit peu de chauffage aussi, parce qu'il y a le chauffage électrique, un gros cube plutôt de pétrole qui va servir avec tout le long d'une chaîne à faire plutôt de la mobilité, mais aussi du chauffage au fioul, et puis vous avez un petit peu d'éolienne, un petit peu de photovoltaïque, pareil une flèche qui va faire plutôt de l'électricité. Est-ce que vous avez arrivé à visualiser cette chose-là, ce paysage? Et donc le scénario Négawatt, on part de ce qu'on connaît, on part de ça, et puis on va essayer de 2050 de refaire à peu près le même panorama. Mais la grande approche Négawatt, qui est intéressante, c'est que on va, au lieu de partir un peu comme je fais de la production et de la consommation, on va d'abord partir de la consommation pour remonter la production. Et c'est hyper important, parce que du coup, on va d'abord s'interroger sur nos besoins. Il y a peut-être que les gens connaissent le triptyque Négawatt, c'est un peu notre trinité à nous, hein, pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a, nous, la sobriété, qui serait plutôt le Saint-Esprit, je pense. La sobriété, l'efficacité et les renouvelables. Mais on fait d'abord dans ce sens-là. On ne dit pas comment je vais faire plein de renouvelables pour pouvoir satisfaire mes besoins. On dit d'abord quels sont mes besoins. Éventuellement, on applique la couche de sobriété là-dessus. Enfin, même pas éventuellement, on va appliquer la couche de sobriété là-dessus. Une fois qu'on a fait le maximum, alors sobriété, concrètement, c'est ne pas éclairer des endroits où il n'y a personne, ne pas chauffer des endroits où il n'y a personne, ne pas rafraîchir des bureaux le week-end, enfin voilà, plein de choses comme ça. Des choses qu'on connaît, hein, couper les veilles, enfin voilà. Mais il y a plein d'autres gisements de sobriété, parce qu'on a bien parlé de gisements de négawatts aussi, c'est-à-dire pareil, on renverse un peu notre esprit, on dit tiens là, je peux faire des économies, donc c'est quelque chose de positif plutôt. Voilà. Une petite gymnastique de l'esprit à acquérir au fur et à mesure. Donc d'abord on applique la sobriété, puis une fois qu'on a fait ce qu'on pouvait, hop, on remonte dans notre chaîne, hein, on a diminué les cubes en consommation, on remonte dans la chaîne,
Et là, à ce moment-là, on est sur l'efficacité. Comment on va isoler un bâtiment pour effectivement ne pas avoir des pertes au chauffage. Comment on va améliorer aussi de l'électronique, c'est l'efficacité des appareils électriques, par exemple. Et puis, tout à la fin, une fois qu'on a fait sobriété, efficacité, on arrive effectivement à comment on produit. Et comment on produit avec la triple urgence que je vous ai évoquée. On va éviter les fossiles faciles qui émettent du CO2. Donc, on va essayer de recourir le moins possible au charbon, fuel, gaz. Et on va plutôt aller sur des énergies de flux, donc des énergies renouvelables. Alors, je ne sais pas si déjà les gens vont rebondir là-dessus. Moi, je voulais juste faire un peu cette pédagogie, bien expliquer le concept d'énergie. Après, on peut décliner, si vous voulez, je vous parle de la sobriété, comment ça fonctionne. Oui, éventuellement, oui, quelques détails. Après, on passera à un autre intervenant. Alors, sur la sobriété, donc, c'est vrai que c'est pas commun, parce qu'autant il y a des salons des énergies renouvelables, il y a des salons des bâtiments, mais il n'y a pas encore de salon international de la sobriété, parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas grand-chose à vendre. Alors, nous, on distingue 3 types de sobriété. Il y a celle dimensionnelle, c'est-à-dire que, effectivement, il vaut mieux se déplacer avec un véhicule petit, adapté, plutôt qu'avec des énormes trucks. Voilà, donc c'est des choses assez évidentes. Il y a aussi la sobriété d'usage. Donc, pareil, ça concerne le niveau, la durée d'utilisation et d'exploitation des appareils. Et puis, il y a une autre sobriété qu'en général on préfère, mais qui est plus difficile à mettre en place, qui est sur la sobriété coopérative. Donc, ça demande effectivement une organisation collective. Ça demande d'autres rapports. Pour être très concret, on consomme moins quand on est 4 dans une voiture que quand on est chacun dans 4 voitures. Voilà, c'est un peu ça l'idée aussi. Donc c'est de l'habitat collectif, c'est du transport en commun. Mais quelles sont les actions concrètes de Negawatt pour appliquer tout ça? Ah, c'est vrai que j'avais oublié de parler de ça. Quel est le but de Negawatt? Oui, c'est vrai, on fait un scénario, c'est sûr. Alors normalement, ce scénario n'a pas vocation, effectivement, à toucher le grand public. C'est pas une association grand public, Negawatt, au départ. Mais je suis là, donc c'est que finalement, on va vers le grand public. Au départ, c'est plutôt une association de lobbying, beaucoup sur les questions d'isolation des bâtiments, puisque j'aurais dû commencer par là, mais en fait, on s'aperçoit dans le scénario que le gros chantier, finalement, là où on pourra avoir le plus d'impact, je parle en France, évidemment, c'est sur justement le chauffage des bâtiments, parce que c'est responsable de la majeure consommation d'énergie en France. Donc, au départ, il y avait une idée de faire du lobbying pour la réglementation thermique que vous connaissez sûrement, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de passoires énergétiques en France. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a d'autres types d'actions? Par exemple, est-ce que vous allez vers ce qu'on appelle comment ça s'appelle les bâtiments sont tellement isolés qu'ils n'ont même plus besoin de chauffage ni rien. Les bâtiments passifs. Ouais, oui. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on va aller un peu dans le cœur du scénario, comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Alors, je l'ai là, il y a un gros cahier où il y a à peu près, il faut imaginer que le scénario, c'est sur 50 ans, des millions de données. Donc, il y a des données très simples comme la population française. Donc on prend une projection, celle de l'INSEE en l'occurrence, mais des fois ça peut être des paramètres aussi fins que le nombre de cycles de votre sèche-linge. Donc il faut imaginer que toute la vie courante, au niveau de l'industrie, au niveau du résidentiel, au niveau de la mobilité, comment on se déplace en avion, etc. On fait des projections. Et du coup, on essaie de voir si... C'est un truc un peu d'ingénieur, quoi, quand même, de voir si ça tient la route. Parce que du coup, le pendant de tout ça, c'est que j'ai une bonne nouvelle, en quelque sorte. Encore une fois, désolé pour le ton messianique, j'ai une bonne nouvelle. C'est que effectivement, il est possible de remplir tous ces objectifs par rapport à la triple urgence que nous avons en 40 ans, effectivement, de changer de cap, c'est-à-dire de couper notre recours aux énergies fossiles faciles, d'éviter le nucléaire et donc de ne plus émettre autant de CO2 qu'aujourd'hui. Donc on peut le faire, alors évidemment, parce qu'en fait la question c'est techniquement c'est possible. Aujourd'hui, finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à faire des scénarios crédibles. On a beaucoup parlé du rapport de l'ADEME récemment, qui est effectivement un vrai scénario. Mais il y a des fois des scénarios qui reposent sur des ruptures technologiques. Effectivement, dans le scénario de Negawatt, on n'est pas on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, mais aujourd'hui, on considère qu'il faut avoir des solutions matures. Donc c'est vraiment, encore une fois, une approche crédible, un peu, désolé, c'est un peu austère, mais de physicien en quelque sorte. On met tout ça dans une machine et puis on dit, oui, c'est possible ou c'est pas possible. Encore une fois, aujourd'hui, avec le nombre d'habitants qui progresse, on peut remplir cet objectif. Et est-ce que vous avez quantifié, par exemple, si on avait les moyens économiques essentiellement, puisque ce ne sont pas des moyens technologiques, là, manifestement, si on avait les moyens, on arriverait à baisser de combien ou d'optimiser de combien la consommation d'énergie en France? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. On utiliserait 50% de ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire la même chose, par exemple, quelque chose comme ça.
Alors déjà, il faut savoir que si on va prendre le chauffage, par exemple le chauffage des bâtiments, on est capable aujourd'hui sur la rénovation de faire du moins 65%. Ah oui, c'est considérable. C'est considérable. Donc, j'anticipe un petit peu, mais c'est vrai que du coup, dans une des propositions phares de Negawatt, c'est d'entamer un processus, c'est un énorme chantier, c'est quasiment le plus grand chantier industriel à venir, de rénover à peu près 500 000 logements par an pendant donc une vingtaine d'années, en rénovation de basse conso, donc passer en gros à 50 kWh par mètre carré par an, quand la plupart des bâtiments sont plutôt autour de 200 aujourd'hui. Après, au-delà de ça, c'est dans le neuf, on peut encore faire du moins 65%, on parlait des bâtiments passifs, qui sont, voilà, et il y a aussi des bâtiments on va dire, à énergie positive, donc où en fait on rajoute un petit peu d'énergie renouvelable, ce qui fait que, encore une fois, je suis désolé de ne pas pouvoir projeter des diapos, c'est beaucoup plus explicite quand on voit la répartition des postes énergétiques dans le bâtiment, parce que des fois on a des surprises, typiquement on oublie que l'énergie grise, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'énergie grise d'un bâtiment, c'est quand vous construisez une maison, il faut amener les matériaux, ils ont consommé l'énergie, et en fait c'est pas du tout négligeable, quoi. Donc voilà, on pense souvent à la chaleur, parce que c'est effectivement le chauffage est le principal poste, mais il n'y a pas que ça, par exemple. Ok, Voilà. merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public.